أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد. Pierre d'Antiguay, qui sont les principaux responsables de la chute du califat ottoman? Bien, ce sont essentiellement les Occidentaux, disons la franc-maçonnerie par exemple, puisqu'il faut le dire anglaise, qui a organisé cette chute et qui l'a préparée depuis très longtemps, qui l'a préparée depuis sa naissance depuis le XVIIIe siècle, en favorisant, disons, une entreprise qui avait double objectif, de briser l'empire, disons, ottoman et le deuxième empire musulman qui était l'empire perse, le royaume de Perse. Cela s'est fait par, disons, la création ou plutôt l'influence exercée sur le wahhabisme, en particulier sa formation, qui n'a pas été exactement une formation anglaise, comme on le dit polémiquement, mais qui a été contrôlée par l'Angleterre. C'est cela surtout qu'il faut dire. Vous avez un livre que l'on peut lire, disons, en anglais sur Internet, que sont les mémoires de Humphrey. On a dit que c'était un faux allemand. En réalité, c'est une langue du XVIIIe siècle, effectivement, anglaise. On peut le dire, on peut le prouver linguistiquement. C'était un employé, Humphrey, du secrétariat d'État aux colonies. Et avec des agents, il a, disons, pénétrer dans ces milieux irakiens, hein, il a, disons, contrôlé l'esprit d'Abdelwahab et il a, disons, surtout contribué à s'assurer de la fidélité d'une famille, la famille des Saouds, que ce soit la famille authentique des Saouds ou que ce soit des gens qui se sont substitués aux Saouds. Ceci a été dit du reste. Et je crois que ceci même a coûté la vie à un auteur arabe, disons, je crois, au Liban, qui est allé trop loin dans l'investigation. En tout cas, jusqu'aux les événements de 1917, disons 1915-17, la destruction de l'Empire ottoman ont été programmés en même temps que la destruction de l'Empire occidental, c'est-à-dire de cet empire austro-hongrois et allemand qui avait envers l'islam, disons, manifesté une très grande sympathie, une alliance. Vous savez qu'il y avait ce fameux chemin de fer qu'on appelle Berlin-Bagdad, qui était chargé d'unir les deux empires, qu'on pourrait dire d'Occident et d'Orient, et ceci était, bien sûr, allait à l'encontre des intérêts, disons, d'un autre type d'économie, qui est celui que nous connaissons, l'économie de prédateurs, économie, disons, on peut dire impérialiste, et de l'Angleterre, et c'est elle qui a gagné cette Première Guerre mondiale, et aujourd'hui cette guerre continue encore, bien sûr, nous sommes peut-être, tout ceci est à voir, et dans le détail, il faut dire que cette révolte arabe dont on parle contre l'Empire ottoman est en réalité organisée depuis le Caire, voyez, par les Britanniques, avec des agents, on peut bien sûr le dire. On pourrait aussi parler des conditions dans lesquelles l'Empire ottoman a été jeté dans la guerre. Il n'a pas été jeté dans la guerre par sa volonté, mais par l'action de Churchill, qui a refusé de donner à l'Empire turc, à l'Empire ottoman, disons, des navires que celui-ci avait fait construire sur une collecte générale du monde musulman, et surtout indien, pour lutter contre l'expansion russe à ce moment-là, voyez-vous. Et tout ceci mériterait d'être vu dans le détail. Les faits sont souvent cachés. En tout cas, cette chute de l'Empire ottoman a également été le vœu du sionisme aussi, voyez, qui, à travers les jeunes Turcs, une fraction des jeunes Turcs, a tout fait pour miner l'Empire ottoman de l'intérieur, afin de pouvoir s'y installer avec, bien sûr, ce qui s'est passé en 1917, mais 18, avec disons, l'aide des Britanniques. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques petites précisions sur le personnage qui est encore assez mystérieux aujourd'hui de Laurence d'Arabie? Oui, Laurence d'Arabie était un étudiant, un élève je crois, des jésuites, un élève de formation catholique. C'est un homme très brillant,
qui a été dès le début, bien sûr, entre les mains des Britanniques, un agent britannique. Vous savez que c'était le Caire, donc je l'ai dit, qui était le centre même d'où les Britanniques, disons, voulaient renverser, animer la révolte dite arabe, qui est une révolte wahhabite. Dans cette révolte, du reste, les Arabes n'ont pas été unis derrière les wahhabites, et on retrouve aussi des clivages d'aujourd'hui. Par exemple, jusqu'au bout, les Syriens, les Palestiniens, et surtout les Syriens chiites, et les Irakiens de Bassora, etc., ont été, disons, tous fidèles aux côtés de l'Empire turc. Et pour les punir, d'ailleurs, il y a eu, bien sûr, ces fameuses répressions de 1918-19. Vous savez, où pour la première fois, ce n'est pas du tout en Éthiopie, mais c'est là, les Britanniques ont utilisé des armes terribles, des armes au gaz, vraiment avec des bombes. Disons, c'est une chose qui est épouvantable, que l'on peut lire sur Internet. Je conseille d'aller regarder ce qui est dit dessus, car c'est caché, voyez-vous. On a, disons, fait de Lawrence un héros. En fait, c'était un homme qui s'est conduit avec ses vices et ses qualités, et parce qu'il a été, justement, quand même, à la fin de sa vie, écœuré par le rôle qu'on lui a été joué, il a tenté de se rebeller, et vous savez que sa mort en moto est une exécution d'une de service. Très bien. La colonisation en Algérie faisait-elle, en fin de compte, partie du projet de destruction du califat? Oui, en effet. D'ailleurs, je signale que pendant cette longue guerre d'Algérie, qui est l'occupation de la France en Algérie, beaucoup d'Algériens sont allés se réfugier dans l'Empire ottoman. Parfois, la colonisation n'a pas réussi parce que le climat était souvent, disons, contraire. Sur les plateaux d'Anatolie, on trouve encore des colonies algériennes. Et vous savez que ceci était à l'occasion du pèlerinage à la Mecque. Beaucoup d'Algériens, disons, pouvaient comparer la situation des Arabes, qui était à égalité avec les Turcs, avec les Arméniens. Il y avait une égalité entre les chrétiens et les musulmans dans le califat. Il est sûr que la destruction de l'Empire ottoman a commencé avec, disons, l'occupation de l'Algérie. C'est vrai, vous savez que déjà, c'était M. Rachid Ben Issa me l'avait souligné lors d'un voyage en Iran, que c'était un soufi, je crois que c'était Sidi Belabès, qui avait demandé la protection des Turcs contre l'invasion espagnole, c'est-à-dire c'était à ce moment-là l'occupation d'Oran. Donc il ne s'agit pas d'une occupation turque, il s'agit d'une alliance turque. Voyez-vous, il y a véritablement eu une alliance, voyez-vous, entre les Turcs et les autres populations. C'est-à-dire que les Turcs n'ont pas, comme on le dit, envahi autrefois l'empire des Grecs. À bien souligner, ce n'est pas du tout une invasion musulmane, c'est une conversion. C'est un parti musulman qui l'a emporté. Ce sont les travaux russes aujourd'hui, avec Fomenko et autres, qui le mettent bien en évidence. C'est-à-dire que nous avons affaire à une structure déjà existante qui a été prise en main par des musulmans. Il ne s'agit pas d'une destruction d'un empire, il s'agit de la continuité d'un empire. Et c'est cet empire, justement, ancien, qui a été brisé. Il a été brisé en Europe, il a été brisé par la révolution bolchevique en Russie, il a été brisé en Orient. Et aujourd'hui, justement, les forces néfastes dans le monde veulent justement continuer de briser ces empires. Voyez-vous ? Très bien. Alors justement, pendant la Première Guerre mondiale, de quel côté s'était rangé le califat, juste avant sa chute? Dans la première Guerre mondiale, qui a été, disons, une lutte d'influence entre l'Allemagne et une Autriche qui se développait économiquement, qui avait, disons, de grandes qualités de travail, de capacité d'organisation, comme on le voit aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, l'Allemagne échappe à la crise par des méthodes de travail. Et alors, son expansion en Orient n'était pas du tout une expansion de type colonial. C'était une expansion, au contraire, par, disons, des capacités de service, comme on dit aujourd'hui. Ils étaient capables, disons, de gagner un pays uniquement par la régularité de leur productivité, la régularité de leur production. Ce qui fait que, quelles que soient les préférences, par exemple, beaucoup de Turcs étaient, surtout à cause de la maçonnerie turque qui a toujours été très importante, étaient attirés vers le Grand Orient en France et d'autres, voyez-vous. Mais malgré tout, ils voyaient, disons, les efforts des Allemands et leurs capacités. Et c'est de là que les Allemands ont eu une certaine popularité. Vous savez que même après la chute de l'Empire ottoman, une ville comme Ankara, par exemple,
est une ville qui est entièrement bâtie par les Allemands. J'ai visité même Téhéran. Quand j'ai vu l'ancien Parlement, quand j'ai vu des choses des années 30, eh bien, c'était construit dans le style même que je vois quand je vais en Autriche, par exemple, voyez-vous, que je vois même à Strasbourg, pour saluer les Alsaciens. Donc, ceci ne pouvait pas, disons, être toléré par l'Angleterre et son ancienne colonie. Et c'est pour cela que l'Empire ottoman a été lancé dans la guerre, jeté dans la guerre. J'ai donné l'exemple justement de ces questions de navires qui avaient été confisqués, voyez-vous. Et cette guerre a été extrêmement longue, extrêmement dure. Des contingents turcs sont venus aider les Allemands d'ailleurs sur le front contre les Russes. Et des Américains qui sont entrés en guerre en 1917, vous savez, l'année même de la déclaration Balfour, voyez-vous. Très bien. Le Kaiser, justement allemand, avait soutenu les Ottomans contre les Britanniques. Oui, en effet. Vous savez, le Kaiser avait, et les Allemands, les Autrichiens, les Suédois, ont beaucoup fait pour la ville de Jérusalem dans les années 90. Et le Kaiser avait visité Jérusalem, et à son retour, à Damas, il a fait la municipalité d'une ville d'ailleurs qui était très bien construite, c'est-à-dire qui avait été modernisée par les musulmans, qui avait été électrifiée, etc., par les musulmans, je veux dire, ottomans, pardon, et qui est bien avant Constantinople, du reste. Eh bien, en répondant à un toast de la municipalité, le Kaiser a dit, je crois que c'est en 1895, je suis, tous les musulmans, les 200 millions de musulmans dans le monde, je crois 200-300 millions de musulmans dans le monde, peuvent compter, il a dit les musulmans dans le monde, il n'a pas dit simplement les musulmans de l'Empire ottoman, les musulmans en Russie, les musulmans aux Indes, peuvent compter sur l'empereur d'Allemagne. Et là, l'empereur d'Allemagne avait signé sa condamnation. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette guerre, ou c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu cette guerre. Vous savez, il y a une formule de Clémenceau, dont on parle, lequel est au bas des Champs-Élysées, vous savez, on dit Clément le Sot. Enfin, moi, je ne suis pas quand même, je ne dis pas les choses comme ça, mais disons que l'ami américain qui me le dit. Eh bien, Clémenceau a dit à la Chambre des députés, l'Allemagne était plus dangereuse encore dans la paix que dans la guerre. On fait des guerres aujourd'hui parce que la paix est insupportable, justement dangereuse, pour ceux qui, disons, veulent vivre sur les peuples. Voyez-vous, on dit le mondialisme aujourd'hui. Le mondialisme, en réalité, c'est un effort, souvent venant des Britanniques, des Américains, d'empêcher le monde de se constituer en réalité. C'est encore un mensonge, si vous voulez. Voyez-vous, voyez. C'est-à-dire, c'est comme le diable qui veut se faire exactement comme Dieu, mais comme il sait qu'il ne peut pas y arriver, il détruit le monde. Voyez-vous, c'est exactement cela. C'est une image, bien sûr. Mais disons que souvent, dans la théologie, dans les religions, on trouve des images aussi, et heureusement d'ailleurs, qui permettent au bon sens de s'exercer sur la réalité commune. Alors, le Kaiser, vous savez que l'Allemagne a fait beaucoup pour les études musulmanes. À Strasbourg, par exemple, quand Strasbourg est redevenu allemand, enfin vous savez, Strasbourg, c'est une formule, le peuple alsacien est un peuple qui est politiquement français, je l'affirme, mais moralement allemand. On n'avait qu'à voir quand même, il suffit de se balader pour comprendre qu'on n'est pas à Toulouse, vous comprenez? Bon, ça c'est évident. Bismarck avait, disons, développé les études d'arabe que les Français, que nous-mêmes, nous avions instauré à Strasbourg, et il avait ajouté les études iraniennes, les études turques. Voyez, et disons comme Brockelmann, tout ça, quand vous étudiez le Saint-Coran, quand vous voulez vraiment l'étudier avec des auteurs européens, vous étudiez avec des auteurs allemands, voyez-vous. Et ceci, ça tient simplement à leur capacité, à leur méthode. Vous savez, c'est un peuple qui est très modeste. J'ai connu beaucoup, c'est autre chose, à Vienne, j'ai connu à Munich, j'ai connu à Mannheim, des universitaires. C'est un peuple qui travaille lentement, modestement. Et c'est un exemple. Et c'est pour ça, justement, que disons, on a craint, disons, qu'il ne donne à l'Orient, et en particulier aux musulmans. Vous savez, les musulmans n'étaient pas qu'en Orient. Vous avez, par exemple, on disait en Autriche, on l'a dit ceci, les troupes les plus fidèles du Kaiser, les treuesten Trooper des Kaisers, ce sont les Bosniaques. Ce sont les Bosniaques qui ont permis aux Autrichiens de remporter une victoire sur les Italiens à la fin de la guerre. Vous savez. Et pourquoi ont-ils été autant massacrés? Et comme aujourd'hui, d'ailleurs, voyez-vous. Eh bien, c'est uniquement parce que, justement, ils ont montré leur fidélité à leur empire, qui était l'empire européen, et en même temps, vous savez, quand les Autrichiens ont occupé la Bosnie, c'est à la demande du sultan de Constantinople. Et l'empereur d'Autriche, François-Joseph, administré, mais le véritable chef reconnu par les Autrichiens,
Voyez-vous, c'était l'empereur de Constantinople. Vous imaginez les Français reconnaissant en Algérie l'autorité du sultan? Non? Non? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça, justement, que, vous savez, moi j'ai connu ici, dans ma maison ici, j'ai reçu une famille de Bosniaques après la guerre, vous savez, comme un blessé, une famille de monsieur et madame Tcherkès, et ils m'ont expliqué tout ceci. Voyez-vous, et ils étaient enthousiastes de voir mes livres autrichiens ici. Et vous savez, il faut lire, il ne faut pas écouter, il ne faut pas regarder l'histoire à travers les films qu'on vous montre. Il faut interroger les survivants, il faut aller en Bosnie, il faut voir que la ville de Sarajevo, comment elle est cette ville dont on a brûlé les 3000 exemplaires de la bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'on veut effacer un passé. Parce que le passé dit la vérité contre les menteurs qui nous gouvernent. Très bien. Pour terminer, pouvez-vous nous éclairer sur le dialogue qu'il y avait eu entre le sultan Abdulhamid II et Théodore Herzl? C'est Herzl lui-même. Je rappelle que Herzl a eu un fils qui s'est converti au catholicisme et qui s'est suicidé. C'est peu connu, mais je me prétends le dire, c'était mademoiselle Boichon qui me l'avait dit autrefois, qui était professeur aux langues orientales. Eh bien, Herzl est venu voir Abdulhamid pour lui proposer de l'argent, bien sûr, pour lui dire nous pourrions acheter quelques terrains. Bon, si les gens ne sont pas tout à fait d'accord, bah, écoutez, on leur dira que c'est le progrès, voyez-vous. Bon, c'est un peu comme on fait à par-ci par-là. Eh bien, le sultan a dit ceci, et nous avons ceci par Herzl lui-même, dans ses carnets, qu'on ne pourrait, disons, prendre la Palestine qu'en la prenant sur son propre cadavre, voyez-vous, que jamais il ne la céderait. C'est une très belle image. Et voyez-vous, c'est quand même étonnant de voir un homme qui a comme ça défendu la Palestine, que l'on présente comme un homme horrible. Vous savez qu'on a demandé sa démission. Sa démission, son abdication, a été demandée par des militants sionistes qui étaient sous le masque de jeunes Turcs. Voyez-vous? Et je peux donner des noms, mais enfin les noms, maintenant il faut laisser, comme on dit, les morts enterrer les morts. Hein, c'est une formule qu'on trouve dans le christianisme, c'est tout à fait vrai. C'est un homme qui a été très populaire chez lui. C'est un homme qui a été ensuite exilé donc en Macédoine. Et disons que les Palestiniens, j'ai visité la Jordanie en 1970, avaient conservé toujours, je me souviens des Palestiniens chrétiens et musulmans, avaient conservé, qui étaient des Jordaniens, avaient conservé, 60% de la Jordanie était palestinienne, avaient conservé un excellent souvenir d'Abdulhamid. J'étais avec des journalistes du Monde à l'époque, de tourisme, ils étaient très étonnés de cela. Moi je leur ai dit, j'étais jeune professeur à l'époque, je lui ai dit écoutez, vous êtes journaliste, justement vous êtes là justement pour répéter des âneries souvent et ne pas travailler. Alors ça a été un véritable hurlement, mais je dois dire que c'était le prince Nazem à l'époque, qui s'occupait de la compagnie aérienne, qui m'a dit moi-même j'étais capitaine dans l'armée turque. À ce moment-là, nous avons parlé même en allemand un petit peu, et il m'a dit, en effet, Abdulhamid était un très grand dirigeant, avec des gens comme Abdulhamid, je me rappelle qu'il m'a dit cela, nous n'aurions jamais eu, disons, le dépeçage de la Palestine. C'est-à-dire que la Palestine n'a été possible que parce qu'on a d'abord écarté certains dirigeants, voyez-vous, et ensuite qu'on a, disons, fait la guerre de 14. N'oubliez pas que parmi les jeunes Turcs, qu'on appelle les jeunes Turcs, il y avait une caractéristique, c'est qu'il y avait très peu de Turcs parmi eux. Vous aviez les sionistes, vous aviez des gens un peu indéfinis, comme on dit, voyez-vous, mais en fait les Turcs étaient très minoritaires. Mais disons que ceux qui les avaient en main se sont montrés tellement odieux au moment de l'affaire de 14 que même une partie de ces alliés des Occidentaux, entre les Anglais imprimés, se sont retournés contre eux. Et Mustafa Kemal, bien sûr, a été par la suite, évidemment, disons, quelqu'un qui a servi les intérêts, disons, de ceux qui étaient contre l'Empire, contre le califat. Vous savez, le califat, c'est pas la domination mondiale, la domination de l'univers, comme on voit dans des films américains. Disons, vous savez, la table est servie. On vous dit dans cette sourate du Coran, on dit que, nous disons que si j'avais voulu, voyez-vous, vous connaissez cette sourate, il dit nous n'avons plus une seule religion dans le monde. Mais la religion musulmane est une religion qui combat le mal, voyez-vous. Et le mal, le diable, c'est dans les vieilles aussi doctrines perses, s'imagine qu'il est très fort, parce qu'il répand son obscurité. Mais en réalité, on trouve ça aussi dans Platon, il faut que le bien, voyez-vous, soit comme un point un peu fermé, c'est-à-dire qu'il résiste au mal, voyez-vous. Et pour ça, c'est la foi, c'est pas simplement les yeux, voyez-vous. C'est l'intérieur qui résiste, voyez-vous. Il faut que l'extérieur soit au service de l'intérieur. Évidemment, il faut qu'il y ait un extérieur aussi, voyez-vous.
Mais c'est cela que je vais dire, et à mon avis, plus nous allons aujourd'hui ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, par exemple, c'est une caricature. Mais cela prouve aussi qu'il y a une popularité de l'Empire ottoman, voyez-vous. Alors, bien sûr, vous savez, on dit que la vertu, c'est un vice déguisé, ou que le vice rend hommage à la vertu, dans l'hypocrisie. Il y a une hypocrisie dans ce qu'on appelle le néo-ottomanisme aujourd'hui, mais il y a une vérité également. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait véritablement une sorte de maison, voyez-vous, dans laquelle les musulmans soient, disons, à l'aise, voyez-vous. Et naturellement, avec cela, ils peuvent cohabiter avec d'autres religions. Mais que faisons-nous avec la Palestine aujourd'hui? Vous avez vu que beaucoup de Palestiniens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, sont obligés de quitter la Palestine, voyez-vous. Mais maintenant, on parle de frontières de 67, maintenant, à reconnaître. Mais la frontière de 67, ça veut dire reconnaître la spoliation, voyez-vous. C'est-à-dire c'est une machine infernale qu'on a placée en 1917 dans la lutte contre l'Empire ottoman. Alors ceux qui disent, par exemple, qu'il y a un danger de l'islam aujourd'hui, voyez-vous, je leur rappellerai quelque chose. Je leur dirai, par exemple, que quand l'empereur François-Joseph est mort, vous avez son fils, donc, qui a succédé, avec sa femme, était une Bourbon. Qui est morte d'ailleurs quand j'étais en Autriche, eh bien je vois encore, disons, leur première visite officielle, voyez-vous, quand tout le Danube était revenu entre les mains, disons, de ceux qui l'occupaient, ouais, eh bien je les vois à Constantinople, reçus par le sultan de Constantinople, voyez-vous, et marcher très agréablement, voyez-vous. Ça c'était ce qu'on appelle, ça c'était la véritable belle époque, voyez-vous, dans laquelle il y avait une union naturelle, voyez-vous. Tandis qu'aujourd'hui, on a, disons, il y avait des différences, mais il y avait, disons, du sérieux. Tandis qu'aujourd'hui, il y a soi-disant un monde nouveau, en réalité ce n'est pas sérieux, parce que justement ce n'est pas fondé sur la justice, ce n'est pas fondé, c'est fondé sur une espèce d'ambition démesurée, voyez-vous, de tromper autrui, voyez-vous. Et c'est cette guerre de 14, justement, qui a fait chez nous tant de morts, vous savez aussi, eh bien c'est une guerre qui est à mon avis à l'origine des malheurs. Vous savez, si je peux donner encore une dernière phrase sur cette guerre de 14, évidemment qui a vu la chute de l'Empire ottoman, je donnerai la phrase de Romain Rolland, qui est un très grand écrivain chez nous. Vous savez, eh bien Romain Rolland a dit en 1921 à son secrétaire, cette guerre-là, je le dis ouvertement, il a dit, pour moi j'ai une définition simple, c'est la guerre des nations qui travaillaient le moins bien contre les nations qui travaillaient le mieux. Voyez-vous? Eh bien, je dois dire qu'on pouvait contester à l'époque, mais quand même près d'un siècle après, voyez-vous, on voit que c'est Romain Rolland qui avait raison, que c'est finalement l'esprit, le bon esprit, voyez-vous, qui l'emporte sur finalement, disons, toutes ces comédies semblantes qu'on essaie de faire passer pour des progrès de l'histoire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Dortiguier. Après. Salam alaikum. Salam alaikum.